Alors, je vais enchaîner, faire un mini monologue. Vous m'interromprez si jamais je vous fatigue. De toute façon, moi, je suis également très fatigué. Je rentre tout juste du stade là sur Lille-Chelsea. Donc, j'ai à la fois la tête parfaitement dedans et puis tellement dedans que j'ai peut-être un peu de mal à prendre de la hauteur sur tous les enjeux tactiques du match. Donc, victoire de Chelsea 2-1 à Lille. Victoire, j'ai envie quand même de dire plutôt bien payée. Je pense que sur les périodes de domination, Chelsea a quand même 20-25 premières minutes qui sont vraiment d'une grosse domination. Enfin, Lille ne sort quasiment pas de son camp. Chelsea est quand même bien au-dessus. Après, à partir de l'égalisation, donc il y a un but de Abraham au bout de 22 minutes. Osimhen égalise sur corner à la 33e. Sur vraiment le tout début on va dire, temps fort lillois, alors beaucoup plus mesuré, mais Lille commençait à prendre légèrement l'avantage. Et ensuite, je trouve que globalement, Lille est un petit peu au-dessus sur le rapport de force, moins de tenue du ballon, mais un peu plus tranchant, peut-être un peu plus d'opportunités que Chelsea, même s'il n'y a pas énormément d'occasions, sauf qu'il y a un deuxième but de Willian à la 77e qui remet Chelsea devant, et derrière deux face à face perdus, perdu, même pas joué par Lille, puisqu'à chaque fois le joueur, que ça soit Osimhen ou Soumaré, est trop court pour tirer. Côté Chelsea, j'ai vraiment pas été impressionné. Alors le début de match est plutôt intéressant, mais je pense que surtout, c'est ce qu'ont d'ailleurs dit les joueurs, notamment Benjamin André, en zone mixte après le match. Ils étaient assez surpris par le fait que ça joue à 5 derrière. Et du coup, beaucoup de mal à gérer la largeur. Alors un peu James, le piston droit, mais surtout Alonso à gauche. Avec Mount, c'était assez compliqué à gérer. Rojo essayait de défendre, mais c'était un petit peu difficile pour lui. André était un peu pris entre tout le monde, et Selic était totalement à la rue. Il n'arrivait vraiment pas à gérer ça. C'est rigolo, c'est que d'habitude les entraîneurs avant, sur les conférences de presse d'avant-match, parlaient assez peu de tactique et encore plus de l'adversaire. Et avant le match, Galtier avait dit que la grande force de Chelsea, c'était son entrejeu dans le 4-3-3, ses triangles, etc. Et au final, je pense que pour qui le dit, je pense que c'était vraiment quelque chose de bossé. Et le fait que Chelsea n'aille pas à 5, alors je sais pas si Lampard a entendu la conf et que du coup il a changé son plan ou pas, mais on sentait vraiment que Lille n'était pas préparé à ça. Le Chelsea ensuite a basculé à 4 en deuxième période, et puis même déjà en première, Lille a fini par comprendre ce qu'il fallait faire, s'est mis à chercher plus haut, presser beaucoup plus haut, récupérer des ballons, éviter de trop défendre, et ça s'est beaucoup mieux passé. Maintenant, l'histoire du match. Alors, il y a la petite histoire. Moi, là, je viens d'écrire plusieurs articles, dont un sur Osimhen, qui est la petite histoire dans le sens où le score du match, c'est quand même une défaite. Mais Osimhen a prouvé qu'il avait vraiment des qualités alors il a pas encore tout, parce que notamment au niveau de la finition, même s'il marque un but, il en rate aussi une ou deux. Il est parfois un petit peu trop perso sur des actions, mais il montre quand même qu'il a tout le package, à la fois sur un pressing, jeu de tête, puissance, compréhension globalement des espaces. Donc là-dessus, il y a vraiment, pour un joueur qui a marqué son premier but en pro il y a 1 an et 10 jours, c'est quand même vraiment très très fort ce qu'il fait. D'ailleurs, Lampard, après le match, il a tressé des louanges. J'ai même dit qu'il avait lu des articles sur lui, qu'il connaissait son parcours difficile, etc. Donc là-dessus, Chelsea a vraiment bossé. Mais la grande histoire de ce match-là qui fait le résultat, c'est que Lille offre 2 buts. Le premier, c'est un tir de Tomori, qui est un tir à 20-25 mètres un peu pourri, sauf qu'il atterrit dans les pieds d'Abraham, seul à 6 mètres, qui marque le but. Alors à la fois parce que ça passe entre tous les défenseurs, et parce que Reinildo oublie de monter, du coup il couvre et il n'y a pas hors-jeu, alors qu'il y a deux joueurs qui sont seuls à 5 mètres du but. Donc là, c'est embêtant, première bêtise. Et la deuxième, Reinildo est aussi impliqué, puisque c'est une volée au deuxième poteau de Willian, où Reinildo le regarde faire sa volée. Très clairement, Willian fait une volée un peu bizarre, un peu topée, qui prend un rebond et qui lobe entre guillemets Maignan. Mais Reinildo le regarde faire sa volée. Peut-être qu'il a l'habitude qu'en Ligue 1, les joueurs ne sachent pas faire ces volées-là. Mais Willian, c'est typiquement le genre de geste qu'il est capable de faire. Et surtout, le centre vient de Hudson-Odoi côté gauche. Et Odoi met une espèce de coup d'épaule à Yazici qui venait de rentrer et qui dégage 10 mètres plus loin. Et c'est là-dessus qu'on voit, et d'ailleurs Galtier en conf d'après-match dit très clairement qu'il a manqué de force et d'impact dans les duels en citant cette occasion-là. Parce que c'est vrai qu'Yazici qui rentre et qui est pas dans le rythme à la fois physiquement, enfin à la fois au niveau de la vitesse et puis à la fois au niveau de l'impact à l'épaule, etc. dans les duels. Là-dessus, le centre est permis, parce que sur un duel 1 contre 1, tu le perds, mais en plus tu le perds tellement que tu n'empêches pas le joueur
le joueur de centrer et puis tu n'embêtes pas le joueur à la réception. Donc c'est vraiment ça l'histoire de ce match-là, au-delà des ajustements tactiques, parce que finalement les buts ne reflètent pas forcément le rapport de force tactique puisqu'ils sont pas forcément marqués dans les temps forts. C'est simplement qu'ils sont le reflet de la capacité de l'adversaire à exploiter tes erreurs. Alors que Chelsea, on a fait aussi des erreurs. Il y a une relance de Kepa qui arrive dans les pieds de Soumaré seul à 15 mètres du but dans les dernières secondes et Soumaré pousse trop son ballon. Pareil, Osimhen va récupérer le ballon dans les pieds de Tomori et il pousse trop son ballon et là aussi il a pas le temps de tirer, il s'écroule mais Kepa fait pas faute. Donc voilà, Chelsea a su profiter des erreurs de Lille. L'inverse n'a pas été vrai. Maintenant, tu peux voir le truc de deux manières. Soit Lille a fait trop d'erreurs, soit Lille n'a pas su exploiter les erreurs de Chelsea, parce qu'au final, Chelsea en a fait aussi. Mais globalement, je n'ai pas trouvé que c'était un match de très très haut niveau, et c'est quand même frustrant pour Lille de perdre 2-1 ce match-là. Vous n'avez rien à rajouter là-dessus? Parfait. Bah, on l'a pas vu. Mais non, mais il n'y a rien qui vous intéresse. Je sais pas, vous pourriez non, mais poser c'est des un peu. questions. Ça a l'air de ressembler en termes de regrets au premier match en fait face à l'Ajax, où ils avaient aussi eu des opportunités, ils avaient peut-être plus souffert face à l'Ajax, mais tu sentais qu'il y avait malgré tout quelque chose à faire. Ils n'avaient pas été surclassés, mais il leur manquait quand même quelque chose pour espérer tirer ne serait-ce qu'un point de ce match en fait. Ouais, là c'est en plus contre l'Ajax, t'es mené 1-0, le regret c'est de pas revenir à 1-1 juste avant la pause, et ensuite tu prends le 2-0 et le match est plié. Là tu reviens quand même à 1-1, et t'as des vraies opportunités en transition. Il y en a une où Osimhen centre pas alors qu'il y a deux joueurs au point de pénalty, il préfère frapper angle fermé. Je comprends qu'il frappe vu sa forme et vu les joueurs qui étaient au point de pénalty, mais ça part en latéral, donc c'est un petit peu embêtant sur ces occasions-là, mais c'est vrai que enfin, au moment, juste avant que Chelsea marque, pour moi, il y avait très très peu de chances que Chelsea remporte le match. Je voyais pas vraiment une dynamique et des occasions qui se seraient inversées en faveur de Chelsea, même s'il y a eu des opportunités. Hein. Et pour finir, petite dédicace. Alors j'ai oublié son nom, et puis aucun intérêt à le donner exactement. Je crois que c'est Dan Levine, quelque chose comme ça, qui était juste à côté de moi, qui est un journaliste qui couvre Chelsea pour la BBC. Enfin, j'ai vu un peu sa bio en regardant par-dessus son épaule. Je crois que c'est BBC, Eurosport, etc. Qui a réussi une prouesse, alors que on sait que certains journalistes font ça sur les médias français, mais qui a fait une espèce de live tweet du match en livrant ses impressions sans regarder le match. C'est-à-dire que littéralement, il y a des moments, il allait chercher un café et puis on lui a dit, et il a fait mais il y a un partout. Et l'anglais à côté lui fait oui, il y a eu un but. Comment c'est le but? Bah c'est Osimhen de la tête sur corner. Et puis donc il demande l'orthographe d'Osimhen et ça parce qu'il connaissait pas ce joueur. Et là il tweet franchement Chelsea les coups de pied arrêtés défensifs, là le positionnement était vraiment pas bon d'un but qu'il n'avait pas vu. Et donc c'était comme ça tout le match. De temps en temps il levait la tête, mais je pense qu'il a littéralement vu 45 secondes du match en cumulé. Donc alors je sais que ça existe, mais c'est la première fois que je le voyais à ce point-là, où le mec ne faisait que lire ses mentions et répondre aux tweetos. C'est assez perturbant parce que moi j'essaie de bosser à côté de lui. Donc voilà, les journalistes anglais, entre ça et les conférences de presse où ils posent que des questions centrées sur les joueurs pour savoir ce que l'entraîneur a pensé de X, Y ou Z, où généralement il dit je pense qu'il a été bon et je trouve que c'est un bon joueur, parce que les entraîneurs ne veulent pas défoncer nominativement des joueurs précis. C'est assez amusant, c'est une conception du journalisme et un certain panache qu'on salue.